Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les 2 semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. Pour ce nouvel épisode, nous avons eu l'opportunité d'échanger avec Jonathan Logel, un sportif de haut niveau qui mène une double carrière. En effet, Jonathan est à la fois joueur professionnel de rugby à 7, mais aussi consultant senior au sein de Capgemini. Lors de notre échange, nous en avons appris davantage sur la pratique du rugby à 7, la place de la France dans ce sport, mais aussi sur la complémentarité des deux activités de Jonathan dans sa carrière. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, épisode un petit peu particulier, on va hors du cadre tech et digital, même si on va y rester un petit peu. On accueille Jonathan Logel. Jonathan, je t'ai rencontré pendant un événement chez Capgemini il y a quelques années. Tu gères une double vie, j'ai envie de dire. Tu es rugbyman professionnel et à côté, tu fais carrière aussi dans le secteur du sport et notamment chez Capgemini. Comment vas-tu, Jonathan ? Écoute, ça va super. Ça va super. En effet, une double vie qui me permet de vivre dans deux environnements très différents, mais aussi très complémentaires, et qui fait qu'aujourd'hui j'ai des journées bien chargées. Mais écoute, je m'éclate à ça. Donc aujourd'hui, c'est une belle journée encore chargée, mais ça contribue à mon plaisir, à mon bonheur, donc ça va très très bien. Et alors, si tu dois un peu expliquer d'où tu viens et te présenter un peu pour nos auditeurs. Donc Jonathan Logel, moi je sais, c'est un rugbyman de l'équipe de rugby à 7 de l'équipe de France, mais donc tu as grandi où? Qu'est-ce qui t'a amené au rugby? Qu'est-ce qui t'a amené après à avoir une carrière aussi à côté, toujours dans cette industrie du sport? Tu nous en dis un petit peu plus? Ouais, carrément. Alors écoute, moi j'ai commencé j'ai grandi dans le nord-ouest de la région parisienne, dans une petite ville du 95 Val d'Oise qui s'appelle Enghien-les-Bains. J'ai commencé par donc toujours été très sportif, mais mes parents en ont aussi beaucoup été, le sont encore. J'ai commencé par le basket, le karaté, et puis dans la foulée pas mal de judo. Je me trouvais un peu assez mal à l'aise dans le dojo, un peu claustro, je crois, et je sentais que j'avais besoin d'espace, de un peu plus de liberté. Et à ce moment-là, mon père me propose d'aller du côté de Bagatelle, là où il avait des entraînements avec son équipe d'entreprise. Et des entraînements de rugby avec son équipe d'entreprise, et très rapidement, je crois que passer du dojo à la grande étendue d'herbe d'un terrain de rugby, surtout à Bagatelle où c'est des terrains à perte de vue, c'est, pour ceux qui connaissent, c'était vraiment parfait, c'est ce qu'il me fallait. En plus de pouvoir rejoindre un sport collectif, donc je me sentais un peu plus entouré, un peu mieux dans cette dynamique-là. Donc j'ai commencé le rugby comme ça, et dans la foulée, je suis directement allé au club de l'OGM, qui est une association de plusieurs clubs dans 95. Ça s'est bien passé, j'ai gravi les échelons jusqu'aux sélections départementales, régionales et ensuite nationales, avec les moins de 17, les moins de 18, les moins de 19. Pendant ce temps-là, un peu de rugby à 7 en parallèle du rugby à 15, avec la sélection Île-de-France. J'ai découvert le plaisir de ce jeu-là. J'ai rejoint l'équipe de France pour quelques entraînements, un tournoi amical, un tournoi européen, et finalement une tournée mondiale. Et puis on m'a proposé 3 ans avec l'équipe de France de rugby à 7 versus quelques années avec le Racing Métro en contre-espoir. Et voilà, je t'avoue que la dimension humaine du rugby à 7, le voyage, l'objectif olympique, un sport avec plus d'espace, plus de dynamisme, je trouve. Tout ça mis dans un contexte international avec une équipe de France et un coq sur la poitrine, ça m'a vraiment convaincu d'aller suivre cette voie. Et donc c'est depuis 10 ans maintenant que je suis dans le rugby à 7, maintenant un peu plus de 10 ans que je suis dans le rugby à 7. J'ai eu la chance de passer mes 70 tournois, ce qui fait aujourd'hui de moi l'un des joueurs les plus capés de l'histoire. Donc bon, je dis pas sans fierté parce que c'est cool, un peu de longévité dans un sport aussi exigeant, c'est pas facile tous les jours, mais c'est voilà, j'en suis assez content et fier, et maintenant il va falloir que ça dure, et que ça dure aussi avec des titres, puisque voilà, ça fait depuis quelques années qu'on court après ça.
Et là, on a une belle opportunité à Toulouse dans quelques semaines. Et puis après, encore d'autres tournois. Mais voilà, il nous faut des titres olympiques, notamment, et des titres dans le championnat mondial de rugby à 7. C'est ça vraiment mon objectif. Moi, c'est gagner des titres. C'est très clair. Alors, on va rester sur ce côté sportif et je reviendrai après sur ta carrière à côté et cette fameuse double vie dont on parlait. Quand tu dis, parce que pour les gens, alors tout le monde connaît plus le rugby à 15, effectivement, le rugby à 7 se démocratise, tu l'as dit, notamment sport olympique. Il y a aussi une tournée mondiale. Tu peux expliquer un petit peu aux auditeurs comment ça se passe? Toi, quel est ton quotidien? Quel est le quotidien d'une équipe de France? Comment vous marquez des points? La logique des tournois? Tu l'as cité, Toulouse dans 2 semaines. Ouais, bien sûr. J'y serai, donc je viendrai te soutenir. Mais ouais, est-ce que tu peux tu peux en dire un peu plus là-dessus? Ouais, donc pour faire simple, rugby à 7 versus rugby à 15. Bon, bah bien sûr, ce qui différencie, c'est que on est 7 contre 7 et non pas au lieu d'être 15 contre 15. Donc 7 contre 7 sur un terrain de taille similaire à un terrain de rugby à 15. Un match dure 14 minutes, demi-temps de 7 minutes, 1 minute 32 minutes entre les deux. Les essais, les points se comptent de la même façon. Et nous, ce qui va surtout nous différencier par rapport aux 15, ça va être le format des compétitions. Donc en fait, pour faire simple, nos compétitions durent un week-end entier, lors desquels on va jouer contre les autres équipes nationales, les autres équipes internationales, donc l'Australie, l'Angleterre, l'Irlande, le Pays de Galles et compagnie. Et donc en fait, ces week-ends de tournoi, on va en tout et pour tout en avoir 10 dans une saison. Une saison commence en général en fin d'année et se finit en juin, juillet. Là, avec le Covid, tout a un petit peu été remixé. Mais voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que on est un peu comme la Formule 1. On fait des étapes dans le monde. On en fait 10. Et à chacune des étapes, c'est un week-end de compétition. Et à l'issue du week-end de compétition, l'équipe qui finit premier va gagner 22 points au général. Celle qui est seconde va gagner 19 points, etc. Et donc, on fait le cumul de tous ces points remportés à chacune des étapes pour, au bout des 10 tournois, dire c'est telle équipe qui est championne du monde ou c'est telle équipe qui finit deuxième, troisième, quatrième. Nous, aujourd'hui, on est dans le top 6 de mémoire, je crois pas qu'on en soit sorti, et on est à quelques points du top 4. Donc, ça fait partie des meilleures performances. Pour donner un peu de recul sur le rugby à 7 et la France dans le rugby à 7, on a toujours joué le milieu de tableau. Donc, sur ces équipes, on était plutôt 9e dans ces eaux-là. Et là, aujourd'hui, on est 6e, 5e et on vise la 4e place avant la fin de la saison. Donc, voilà, on est en pleine progression et c'est ce que je peux te dire dans les grandes lignes de ce qui différencie le rugby à 7 le 15 et la façon dont le rugby à 7 s'articule au niveau mondial et sportif. Et j'imagine que quand tu dis on progresse, on vise une 4e place, on vise aussi un autre objectif, j'imagine, c'est Paris 2024. Ouais, c'est Paris 2024, c'est Paris 2024, c'est aussi Toulouse dans 2 semaines, c'est la Coupe du Monde à Cape Town en Afrique du Sud. C'est comme en Afrique du Sud à la fin de l'été, et c'est bien sûr ces Jeux Olympiques. Alors faut aussi imaginer qu'au rugby à 7 tu as plusieurs formats de compétition. Tu as le format championnat mondial qui est long de 10 tournois. Tu vas avoir une étape Coupe du Monde qui va avoir lieu tous les 2 ans et des Jeux Olympiques. Donc du coup tu as ces 3 types de tournois, encore une fois championnat mondial, Coupe du Monde et Jeux Olympiques. Le premier étant sur un long format et les 2 autres étant des événements ponctuels. Et c'est clair que nous, sur ces événements ponctuels-là, on sait qu'on a tout à gagner. Aujourd'hui, on sait que dans la longueur, sur 10 tournois, il y a des équipes qui ont peut-être plus de bancs, plus de force, en tout cas, qui arrivent à viser le haut de manière consistante. Nous, c'est ce qui nous manque un peu, cette consistance au plus haut niveau. Mais par contre, on sait que sur un tournoi, on est capable de tout. Et c'est pour ça que ces rendez-vous-là sont cruciaux pour nous, sont très importants et on les attend avec beaucoup d'impatience. Donc encore une fois, c'est la Coupe du Monde en Afrique du Sud dans quelques mois. Et bien sûr les JO de Paris devant amis et famille après avoir manqué la qualification à Tokyo en 2020. C'est vraiment moi c'est presque une étape, c'est un objectif de vie quoi, c'est un truc qui a se présenté une fois. Et voilà, je te disais en intro, je veux des titres. Je pense que ça peut être sympa. Un truc à Paris, ça peut être cool. Ouais, j'en doute pas. Je pense que ça sera cool dans tous les cas. Ouais. Si tu prends un peu, donc du coup, toute cette expérience, du coup, tu t'entraînes qu'avec l'équipe de France. Tu as un club quand même à côté avec qui tu ne joues pas de match. Comment ça se passe? T'es vraiment juste affilié à l'équipe de France? Ouais, en effet, c'est aussi un point à souligner. T'as raison. En fait, nous, alors c'est un statut un peu particulier. Je pense qu'on doit être les seuls à l'avoir. Traditionnellement, les joueurs jouent en club.
au Racing, à Toulouse, à Castres et compagnie, et sont sélectionnés ponctuellement pour aller jouer en équipe de France, avec l'équipe de France de rugby à 15. Nous, c'est un peu différent, ou du moins, il y a deux types de contrats au sein de l'équipe de France de rugby à 7. Il y a d'une part les joueurs comme moi, qui sont salariés de l'équipe de France de rugby à 7. Ça veut dire qu'on n'appartient à aucun club. On est tous les jours avec l'équipe de France de rugby à 7. Je pense qu'aujourd'hui, c'est à peu près 2 tiers du groupe, quelque chose comme ça, qui doit être composé, ou la moitié à peu près, qui est composé des joueurs qui ne font que du rugby à 7. Et d'autre part, c'est aussi composé d'un deuxième type de joueurs, deuxième type de contrat, qui sont des mises à disposition. Et donc là, concrètement, ce sont des joueurs qui appartiennent à des clubs de rugby à 15 et qui sont mis à disposition de l'équipe de France de rugby à 7 sur des périodes de temps prédéfinies et décidées entre les différents managers. Donc du coup, l'équipe de France de rugby à 7 aujourd'hui, elle se compose de ces deux types de joueurs. D'une part, les professionnels comme moi, et d'autre part, des joueurs mis à disposition sur des périodes de temps assez longues. Comment du coup tu arrives à gérer cet aspect justement salariat et ça me fait ma transition aussi en même temps, tu te doutes où je vais t'amener. Tu es salarié du coup de la FFR, j'imagine, Ouais, ou de l'équipe de France. Et tu as à côté une autre profession, donc c'est des accords qui se font entre entreprises et l'équipe de France. Comment ça se passe? Tu veux qu'on parle de droit, c'est ça? On parle de ce que tu veux. Je t'ai dit au début du podcast, avant qu'on commence l'enregistrement, on parlera de ce que tu veux. Je te montre mon contrat si tu veux. Il est en règle. Hein. Non, ouais, alors en fait, d'un point de vue salarial, c'est vrai que depuis le début, j'ai pas parlé de l'à côté, de ce que je fais en parallèle du rugby, versant académique, universitaire et professionnel. Mais en effet, j'ai toujours souhaité avoir une activité professionnelle en parallèle du rugby et avec les différents coachs des équipes, avec le coach de l'équipe de France de rugby à 7, avec le manager, ça s'est fait en toute intelligence et j'ai toujours voulu respecter cet équilibre-là du travail du rugby d'un côté et du travail de l'autre. Et pour le rendre possible, on a fait quelque chose de très simple. 80% de mon temps de travail est dédié à l'équipe de France de rugby à 7 avec un contrat à 80%. Et ça me libère 20% de mon temps de travail pour aller en entreprise. Et donc c'est comme ça, par le biais de cette mise à disposition de 20%, que j'ai pu que je peux travailler aujourd'hui avec Capgemini, hier avec une autre boîte qui s'appelle Icon Technologies, encore avant avec Capgemini. Enfin voilà, c'est comme ça que j'ai pu avoir un double projet. Ça t'aide à garder je sais pas, une connexion avec, on va dire, le monde réel, dans le sens où tu es un peu dans une bulle, tu es dans une équipe de France qui voyage beaucoup, avec des objectifs, comme tu l'as dit, tu veux gagner des trophées, c'est des objectifs qui demandent énormément de rigueur à tout point de vue. Ça t'aide du coup à garder une espèce de connexion avec une espèce d'autre monde réel, j'ai envie de te dire. Ouais, je crois que moi le fil rouge de toute façon c'est la performance. J'ai autant envie de gagner des titres que j'ai envie de rendre, d'aller gagner des contrats, d'aller produire des livrables les plus qualitatifs possibles, d'aller convaincre un client. Enfin voilà, c'est la ligne rouge de toute façon, c'est la performance que je souhaite de haut niveau. Et c'est le point commun à ces deux univers-là. Après, c'est vrai que la performance se réalise dans un environnement qui est très différent de l'un à l'autre. On a le rugby d'un côté où on a beaucoup de légèreté, que je dirais d'une certaine façon. Alors c'est pas péjoratif, mais quand je dis légèreté, c'est voilà, on est une bande de 12-13 gars, la majorité des potes, enfin tous des potes même je veux dire, dans des pays aux quatre coins du monde, dans des hôtels super luxueux. On nous fait notre linge, on nous fait à manger, on arrive sur un terrain, on fait un peu on fait les cons, on joue quoi, tu vois, c'est l'univers du jeu, donc ça il y a beaucoup de légèreté on va dire, même si on nous attend sur des objectifs concrets qui sont gagnés. Et je peux te dire que quand tu veux les Fidjiens ou les Kenyans, t'as quand même une pression qui te fait un peu retomber, tu vois, qui te remet un peu de poids sur les épaules. Et de l'autre côté, c'est vrai que t'as un environnement peut-être un peu plus sympa aussi, hein. C'est cool, mais c'est moins un terrain de jeu, quoi. C'est un peu plus formel, c'est un peu plus cadré. Il y a des manières d'être, il y a des aspects plus politiques. Donc voilà, disons que je pense que ce qui change d'un monde à l'autre, ce sont les règles du jeu. Mais in fine, l'objectif reste le même, c'est d'être performant. Il faut juste essayer de comprendre avec quelles règles tu joues dans un monde et avec lesquelles il faut pas jouer dans l'autre et vice versa.
Je crois qu'il faut juste trouver le bon niveau d'adaptation en fonction de ces règles-là. Mais une fois que tu les captes, voilà, encore une fois, le but c'est d'être performant et c'est ça qu'il faut que j'arrive. Enfin, moi, c'est ça que je veux exprimer dans chacun des mondes. Et puis après, les règles, les méthodos, les process, on les apprend. C'est pas compliqué. C'est comme une combine. Ça s'apprend, ça se répète. Une manière de rendre un document, ça s'apprend, ça se répète. Mais voilà, c'est le fil rouge, c'est la performance. Mais c'est vrai que moi, ça me fait du bien parfois quand je me fais 1h30, 2 heures, 3 heures, 5 heures, une journée de réunion, et que derrière, j'arrive sur le terrain, ça libère, ça fait du bien de retrouver justement cette légèreté, de passer on va dire, d'un univers à l'autre. C'est très agréable, c'est très complémentaire. C'est marrant parce que tu parles beaucoup d'objectifs, beaucoup de performances. Tu parles aussi d'un aspect un peu de liberté. Je pense que c'est lié à l'activité physique et que tu as été tout le temps habitué à en faire. Quand on s'est rencontrés, c'était pour une conférence où justement tu étais là pour parler du lien entre la technologie et la performance. C'était un sujet sur lequel tu étais assez attaché. On sait que la FFR aussi essaye de développer pas mal de choses à ce sujet. Tu es toujours impliqué dans ces domaines, que ça soit via la FFR, via ta profession chez Capgemini? Ouais, alors via la FFR, mon implication, elle est en tant que joueur. En tant que joueur, moi ce que je cherche quotidiennement, c'est à utiliser les ressources qui sont mises à ma disposition pour améliorer ma performance. Et parmi ces ressources-là, t'as des ressources, on va dire, plutôt technologiques. J'outrepasse les ressources type nutrition et compagnie. Hein. Là, je me fais plutôt le focus sur un domaine qui m'intéresse et qui peut nous intéresser aussi, sur ce domaine plus IT, technologie. Et là, très concrètement, ça s'incarne avec des GPS. Ces GPS qu'on porte tous les jours, qui collectent des données qui sont remises à notre disposition et qu'on peut analyser et croiser avec nos objectifs terrain. Donc très concrètement, j'ai besoin de travailler l'accélération, j'ai besoin de changer de rythme. Ça, ce sont des données que je peux capter par le biais des GPS. Et donc, de là, des discussions s'entraînent avec les entraîneurs, avec le préparateur physique, avec le gars en charge des GPS, sur concrètement, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, est-ce qu'il faut que j'en fasse plus. Donc ouais, il y a une implication en tant que joueur sur le terrain au quotidien, pour améliorer ma performance grâce à ces technologies-là dont fait partie le GPS. Et puis après, d'autre part, je prends également ça dans l'univers de Capgemini, où là aujourd'hui, je travaille sur l'activation du partenariat de Capgemini avec le rugby en fait. Donc Capgemini est partenaire du rugby de plusieurs événements, dont la Coupe du Monde en France en 2023, la Coupe du Monde féminine en 2022, le championnat de rugby à 7. Et donc c'est vrai qu'on se pose un peu toujours la question, comment on va faire pour que Capgemini soit puisse tirer un maximum de bénéfices de ces différents partenariats-là, et qu'est-ce qu'on pourrait mettre entre les mains des utilisateurs, de ceux qui regardent le rugby, de ceux qui vont voir le rugby, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, avec la technologie, améliorer encore un peu plus leur expérience. Et donc là on se penche en effet sur des indicateurs par exemple pour améliorer ta compréhension de ce qui se passe sur le terrain quand tu regardes un match, donc des statistiques. On se penche sur des solutions en réalité augmentée. On se penche sur donc des solutions plutôt big data en lien avec les statistiques dans des univers virtuels. Donc voilà, on va chercher assez large. Ça ne se restreint pas qu'à la data et à la data, on va dire sportive. Ça va aussi sur d'autres différents domaines, dans d'autres domaines technologiques. Pour aller encore une fois profiter un maximum de ces différents partenariats. Mais c'est vrai que cette sensibilité sur sur ce qu'elle peut apporter la technologie au profit d'un objectif, pour moi, elle est assez claire dans un monde comme dans l'autre. Ouais, surtout que ce qui est intéressant, c'est que tu as le luxe d'être un peu des deux côtés. C'est que tu as le côté effectivement sportif où tu vois ce qu'il faut utiliser d'un côté sportif et le côté fan, et tu viens de le dire. C'est super intéressant. Et quand tu as cette double position, c'est quoi ton point de vue sur l'évolution du rugby? Et je te parle du rugby à 7, mais même on peut parler aussi du rugby à 15 et en France, à l'international, comme tu veux. Ma question n'est pas figée, mais tu vois comment l'évolution du rugby d'un point de vue consommation du fan, d'un point de vue joueur, sur ces 10 dernières années. Moi, j'ai un sentiment, mais qui est très un peu franco-français, parce que je pense qu'on a un 15 de France là qui nous a fait rêver, avec un grand chelem. On a
le top 14 qui prend de plus en plus de place sur Canal, et Canal qui est une chaîne qui sait bien éditorialiser les contenus. Mais toi, c'est quoi ton point de vue qui est vachement plus à l'intérieur sur cette évolution du sport? Ouais, alors c'est vrai que d'un point de vue, enfin ça dépend du point de vue dans lequel je me positionne. Il y a le point de vue joueur, il y a le point de vue un peu plus fan. Moi je trouve que d'un point de vue joueur, je le vois vraiment dans la captation de données sur la performance. Nous aujourd'hui, ce qui me rend service, c'est de mettre des mots sur des ressentis, sur des impressions, sur des schémas peut-être qui se répètent mais dont je me rends pas compte, sur à la fois pour moi, sur mes propres courses, ma propre activité, autant que sur celle de l'adversaire, sur l'analyse que je peux faire de sa manière de jouer, son style de jeu, là où il va faire des fautes de manière la plus répétitive, à quel moment du match, quels sont les joueurs concernés par ces fautes-là, quelles sont les typologies de fautes. Enfin, tu vois, toute cette captation de données sur la performance va forcément impliquer d'autres problématiques sur la façon dont on peut la traiter et la valoriser et ensuite la mettre à disposition d'une manière simple. Mais pour moi, la clé, en tout cas en tant que joueur, et ce que j'attends, c'est peut-être pas plus d'informations, mais des informations les plus pertinentes, trouver des informations pertinentes qui vont m'aider à prendre des décisions sur le terrain. Donc capter encore une fois plus de données. Et après, d'un point de vue fan, alors là, je vais te dire le truc, le b.a.-ba, mais il y a beaucoup de stades où je capte pas, c'est bête, hein, ça fait pas rêver, mais je capte pas. Je suis sur mon portable, je vais appeler quelqu'un, je vais appeler la famille, je veux partager ce que je suis en train de vivre sur Messenger, WhatsApp ou je ne sais trop quoi, en vidéo, en live. C'est bête, hein, mais ça capte pas toujours, ça marche pas toujours, il y a pas de bande passante. Donc c'est peut-être un use case très 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 basique, mais déjà je crois que ça commence par là. Si je peux partager avec ceux qui me sont chers et qui peuvent pas être avec moi le moment que je suis en train de vivre, ça passe nécessairement par une connectique et un réseau qui fonctionne. Et après, en effet, on pense à forcément plein de use cases, le fameux use case où tu as ton portable, tu vas pointer avec ton portable un joueur et tu vas avoir des informations complémentaires sur le joueur, sur ce que tu es en train de voir. Ça, je crois que c'est inscrit dans le futur, dans le futur, et c'est des choses qui sont intéressantes parce que aujourd'hui, enfin moi, ce que je ressens en tant que spectateur, l'expérience, alors notamment sur par exemple les matchs en équipe de France, il y a une bonne atmosphère, c'est super, mais hormis la Ola et la Marseillaise, voilà, j'aimerais bien qu'il y ait encore un peu plus de magie, que j'ai encore un peu plus d'interaction, que ce soit avec les autres et ou avec les joueurs que je vois sur la pelouse. Et donc voilà, c'est un peu cette connexion, moi, finalement, un peu cette connexion, je sais pas si c'est une connexion émotionnelle, mais un peu cette connexion que je crée avec le joueur par le biais de différents moyens. Alors voilà, je t'en ai cité un où tu as du live, où tu vas comprendre en pointant un joueur, ton joueur préféré, toutes ces données, ce qu'il est en train de faire, comment il performe sur le terrain. Donc ça, je crois que c'est d'un point de vue fan quand tu te trouves dans le stade. Et après, en dehors du stade, là aujourd'hui, on a des environnements comme le métaverse, qui est un grand terme, hein, qui est le sujet chaud, mais qui peut offrir une immersion encore un peu plus poussée. Même par exemple pour le joueur, je vois quand t'es blessé, c'est capital de fermer les yeux, de visualiser, de vivre les actions. Demain, ça existe déjà, hein, mais mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête, je sais que sur le football américain ils le font, et lancer les balles, faire des passes, mettre des coups de pied, ça garde les habilités. Et après, d'un point de vue fan, c'est aller là où tu ne pourrais pas aller habituellement. Donc encore une fois, cette idée de quelque chose d'exclusif, de faire partie du peu qui ont réussi à vivre une expérience unique, Donc voilà, pour moi, c'est en synthèse, hein, je dirais, le joueur, pour moi, c'est en tant que joueur, c'est avoir plus d'infos, plus de données, et trouver celles qui sont les plus pertinentes pour m'aider à prendre la décision. Et d'un point de vue du fan, c'est avoir une connexion émotionnelle encore plus forte avec les joueurs, les équipes que je suis. Tu vois, tout ce que tu dis là, je pense que c'est très vrai, et tu le vois d'ailleurs dans tout ce qui sort, hein, en termes de produits, en termes de solutions, d'expérience. Et je pense que c'est assez vrai pour tous les sports. Toi, dans ton domaine, et là, je parle plus du coup aux joueurs, est-ce que
du fait de toutes ces expériences qui sont nécessaires pour, comment dire, mieux intégrer le fan dans l'expérience, est-ce que la FFR, est-ce que les partenaires vous demandent d'être beaucoup plus impliqués, que ça soit sur le fait de partager du contenu, le fait d'être beaucoup plus disponible pour de l'interview? Je sais pas, Ouais. j'évoque certains exemples, mais est-ce que du coup, toi, tu le ressens aussi dans ton activité? Alors je le ressens. Après voilà, la clé c'est vraiment de réussir à cadrer l'approche, et je crois que nous en tout cas au rugby à 7 c'est ce qui est en train d'être fait avec des personnes qui vont nous accompagner sur cette parce qu'en fait finalement faut imaginer que nous toute la journée on pense surtout à la performance, et c'est ça notre objectif final, et quelque part il faut faire en sorte que ces sollicitations là ne viennent pas trop, entre guillemets, je dirais, non plus, nous, même si on doit le partager, hein, mais Ouais, on doit être agile avec notre écosystème. interférer sur le Et voilà. résultat. Ouais. Ouais, voilà, notre objectif final, il est de gagner des titres, de donner une valeur encore plus forte au maillot qu'on porte, et derrière, les fans nous demanderont et voudront encore plus d'interaction avec nous, et ça sera super, mais encore une fois, ces interactions-là, voilà, il faut qu'elles soient bien cadrées, pour pas nous distraire de notre objectif principal. Et aujourd'hui, nous en tout cas au rugby à 7, c'est un travail qui est fait, qui est en train d'être fait, qui correspond aussi, je pense, à la montée en popularité du rugby à 7. Euh, plus de visibilité, plus de demandes d'interaction. Donc ouais, moi aujourd'hui, je vois le travail qui est en train d'être fait. Je sais pas si on est à un niveau de maturité peut-être comme celui du 15 de France, mais c'est normal, hein, plus on va gagner des titres, plus on va être visible, plus on va nous demander, et derrière il faudra gérer ces demandes. Mais voilà, c'est ce qui arrive progressivement, et clairement la Fédé met en place avec des ressources humaines, hein, tout simplement, une attachée de presse ou quelqu'un en charge de cette relation-là avec les communautés pour voilà, encore une fois cadrer la relation. Tu vois, toutes ces demandes, comme tu dis, et ces sollicitations, tu le dis, alors oui, t'es pas au niveau peut-être du 15 de France par rapport à la popularité, comme tu l'évoques, mais en revanche, tu as l'avantage d'être un sport nouveau, et donc de pas avoir aussi tout l'aspect historique qu'il y a derrière, et donc d'avoir potentiellement plus de flexibilité. Je pense que même au niveau, tu vois, de World Rugby, je pense qu'ils sont sûrement plus flexibles avec vous sur le fait de tester des nouvelles choses, innover, que sur une Coupe du Monde, sur un format plus classique. Je sais pas. Alors même nous, tu vois, en tant que joueur, c'est que parfois on peut servir parfois un peu de rat de laboratoire pour tester Ouais. des méthodologies d'entraînement, des trucs comme ça, mais mais euh, c'est toujours encore une fois dans un objectif de performance. Après, enfin ce qui est sûr, c'est que là où je pense que le rugby à 7 se cherche un peu, c'est que je je pense je crois qu'il a toujours été pensé comme peut-être un petit frère ou une on va dire une continuité du rugby à 15, ou un produit qui est rattaché au rugby à 15 d'une manière ou d'une autre. Et je pense je crois que c'est ce que est en train de faire World Rugby, en train de le voir comme un sport à part entière, qui n'est pas le rugby à 15, qui a un lien, c'est le caractère ovale de la forme ovale du ballon et du terrain. Ça reste du rugby, mais finalement c'est un sport qui s'adresse c'est une autre manière de vivre le rugby. Voilà, c'est clairement une autre manière de vivre le rugby. Et penser le rugby à 7 avec les codes du rugby à 15 serait pour moi peut-être un peu dévalorisant pour le produit rugby à 7. Le rugby à 7, à Toulouse, il faut imaginer que ça sera des matchs de 9h, 10h jusqu'à 19h, 20h, la fête toute la journée dans les tribunes, un concours de déguisement, un fan village un village fan que j'espère être à la hauteur, par exemple, des Dubai 7, où c'est même, enfin c'est un parc d'attractions presque. Tu vas à Dubaï, c'est un parc d'attractions. Alors c'est pas écolo du tout, mais c'est embêtant. Mais bon, en tout cas, c'est un parc d'attractions au milieu du désert. Euh, tu vas à Singapour, c'est un concours de déguisement, mais avec des milliers de personnes. À Hong Kong, pardon, avec des milliers de personnes. Avec des milliers de personnes, c'est un show avec des influences asiatiques au milieu du terrain, un peu type football américain. Enfin, voilà, je pense que jusqu'à présent, ça se cherche encore un peu. Mais voilà, moi, clairement, ce que je pense, c'est qu'il faut
il faut voir le rugby à 7 comme un produit à part entière et plus seulement comme un produit qui est pensé avec les codes du rugby à 15. Et si on y parvient, on va en faire un show, on va en faire un truc qui est complètement décalé et qui correspond au produit. Le produit, c'est de la vitesse, c'est des exploits, voilà, Jérôme, il le dit souvent, Jérôme Darrel, coach, il dit c'est la Formule 1 c'est la Formule 1 du rugby, le rugby à 7. Mais voilà, c'est spectaculaire. T'as quasiment un essai toutes les, je crois, 90 secondes. Ça va vite, t'as pas le droit à l'erreur, c'est exigeant. Tu vois des mecs aller au bout de ce qu'ils peuvent. Enfin, voilà, le rugby à 15 partage des signes. Il y a bien sûr des points communs, hein, mais voilà, ce produit-là est unique pour moi et il faut y associer cette dimension de show, de spectacle, de trucs complètement fous qui lui collent bien à la peau et je crois que c'est ce vers quoi World Rugby se tourne, pour créer vraiment une expérience encore plus différente dans le rugby à 7. Ouais. Non, c'est sûr, et effectivement, ça commence à être de plus en plus visible. Et comme je te disais avant l'enregistrement, on a effectivement des discussions avec World Rugby qui évoquent vraiment cette volonté de différencier, de pas du tout appliquer exactement les mêmes stratégies pour les fans, etc. J'ai une autre question, je reviens un petit peu plus sur tes objectifs. Alors on part un peu dans tous les sens, mais parce qu'il y a plein de sujets à traiter. On a parlé de Toulouse qui est donc l'événement dans 2 semaines. On a Cape Town l'année prochaine. On a Paris 2024. C'est beaucoup d'événements. Toi, tu es plus proche de la fin de ta carrière que le début, si je dis pas de bêtises. On a à peu près le même âge, hein, donc je me permets. Comment tu le vois, toi? C'est quoi la suite pour toi? L'objectif, c'est tu te donnes déjà un objectif de durée, de te dire, allez, moi, mon objectif, c'est Paris 2024 et après, ce sera probablement la fin. Comment ça se passe dans ta tête? Parce que c'est pas évident, tu es sportif de haut niveau. Un jour, ça va s'arrêter. Tu dois déjà penser à la suite aussi au fond de toi, mais il faut pas y penser maintenant. Bon, tu as la chance d'avoir déjà mis un pied à l'étrier sur le monde professionnel plus classique. Comment tu gères tout ça? Parce que ça doit pas être évident, je pense. Non, c'est sûr que c'est pas évident, mais comme tu l'as dit, j'ai déjà mis un pied à l'étrier à côté, et ça c'est très rassurant dans le sens où voilà, je sais pas de quoi l'avenir sera fait avec Capgemini, mais c'est une entreprise qui me plaît. Je suis heureux à travailler là-bas, et ça me plairait beaucoup de passer à 100% une fois que j'arrêterai le rugby, d'être à 100% avec Cap une fois que j'arrêterai le rugby. Mais oui, clairement, la gestion enfin, moi, ce que je m'imagine, c'est voilà, faire un minima les Jeux Olympiques de Paris 2024. J'aurai 31 ans à ce moment-là. Pousser jusqu'aux Jeux Olympiques qui suivront me mènerait à 35 ans. Écoute, je sais pas, c'est peut-être un objectif très ambitieux. Aujourd'hui, je me ferme la porte à rien. Ce qui est sûr, c'est que j'ai un contrat et aujourd'hui j'ai signé avec la fédération jusqu'en 2024. Et je pense qu'en 2024, après les JO, il sera le temps de faire le point sur comment va le corps, comment va la tête, et puis aussi comment va le cœur, parce que tu t'en doutes bien, tu t'en doutes bien ou pas d'ailleurs, mais voilà, j'ai aussi j'ai une copine et on se projette aussi, et pour moi, me projeter en étant quasiment presque 50% de l'année à l'étranger, c'est pas non plus évident. Donc je pense qu'il y a un peu ce triptyque, le corps, est-ce que j'ai des blessures, est-ce que j'ai mal, est-ce que ça couine tous les matins quand je me lève, encore une fois la tête, où j'en suis, c'est quoi mes aspirations pro, et puis derrière le cœur avec des envies aussi de construire une famille. Donc voilà, je pense que c'est ce triptyque là qu'il faudra challenger, qu'il faudra regarder et sur lequel il faudra se pencher, et à partir de là prendre une décision qui sera la plus alignée avec l'équilibre de ces 3 paramètres, pour qu'en 2024 je me dise ouais, non, le bon choix il est là, et c'est là que je veux aller par rapport à ces critères sur lesquels je prends mes décisions. Mais oui, mais c'est sûr que excuse-moi, mais tu vois, dans ce que tu dis là, ok, ouais, il y a effectivement plein de concessions que tu fais depuis déjà des années, que tu vas continuer encore jusqu'au moins 2024. Et là, c'est plus une question par rapport à ce qu'on peut lire dernièrement dans la presse.
Est-ce que tu trouves qu'on en parle assez du côté justement où un sportif de haut niveau, c'est beaucoup de concessions. Alors oui, il y a des victoires, il y a de la performance derrière, etc. Mais ouais, il y a un corps, une tête, un cœur, comme tu l'as dit. Est-ce que tu trouves que c'est assez la parole, elle est assez libérée sur ces sujets, tu vois? Enfin, je repense à des sportifs qui ont parlé de dépression dernièrement, que ce soit dans le tennis, dans le football, etc. Tu penses que c'est des sujets qui sont assez évoqués aujourd'hui où, où le fan, il est un peu bête et méchant, il se dit bon, tu dois être meilleur, tu dois courir plus vite tous les jours et c'est tout. Bah, c'est intéressant et puis c'est vrai que ça, tu vois, on parlait de connexion émotionnelle avec le sportif. Je crois que tu vois de plus en plus de reportages, de mini-séries, d'insights sur bah qu'est-ce qui se passe en fait vraiment dans un cockpit en Formule 1. Là récemment, tu avais la série sur ce sujet-là. Voilà, c'est cool. Qu'est-ce qui se passe derrière c'est des champions, ils sont trop forts, ils sont toujours au top quoi. Qu'est-ce qui se passe derrière ça? Et en fait, bah, tu te rends compte que c'est des mecs, c'est des nanas, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des appréhensions, qu'un sportif, bah ouais, parfois ça boit une bière ou deux, enfin, voilà, tu déconstruis un peu le mythe en créant par le biais de ce contenu-là et tu déconstruis le mythe et je trouve que en déconstruisant le mythe, tu crées cette connexion émotionnelle avec le sportif en te disant, bah, en fait, il est un peu comme moi et je le comprends mieux et j'aime bien ça et je crois que bah, il y a plusieurs moyens de mettre des mots sur sur cette sur ce réel en fait, sur ce qui se passe vraiment derrière la façade du sportif qui s'entraîne toujours plus fort et qui gagne toujours plus, etc. C'est bon, en effet, comme il y a d'une part les contenus, les mini-séries, les insights, il y a des bouquins de sportifs. T'as ce qu'on dit l'histoire d'un sport, genre un sportif un jour dans les magazines Spé Rugby. Voilà, est-ce qu'on devrait en parler plus? Est-ce que je pense que enfin moi en tant que fan, c'est ce que j'aime, voir des insights, voir des choses que je verrais pas à la télé. J'ai l'impression que c'est ce qu'on me sert de plus en plus par le biais des plateformes de contenu. Donc bon, est-ce que j'ai besoin de plus? Est-ce que j'aimerais plus crier sur tous les toits que je fais des sacrifices? Disons que j'avais le contrat. J'avais le contrat quand j'ai commencé. Je savais que j'allais partir la moitié de l'année. Je sais que j'ai mal au genou quand je me lève le matin. C'est beaucoup de sacrifices, mais en même temps, et pour connaître ces deux vies-là, hein, de bureau d'une part et de rugby d'autre part, enfin, on est quand même peut-être pas des chanceux, mais voilà, d'une certaine façon un peu des privilégiés de vivre ça. Quand on se le paye, on se le cotise, mais voilà, pour moi, c'est un contrat à la base et je sais de quoi il est fait. Tu vois, t'as parlé vachement du côté fan au départ en te disant, bah, ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ce behind the scene et tous ces contenus un peu annexes. Euh, et, et côté rugby, oui, tu connais le contrat, etc. Mais du coup, il y a aussi un suivi psychologique, la FF. Enfin, Ouais. alors vous êtes très bien entouré, etc. Mais Ouais. tu vois, quand tu fais des concessions, j'imagine, alors, bah, déjà, si t'es sportif de haut niveau, c'est que t'as quand même un mental qui est assez solide, logiquement. Parce que déjà, tu as été capable de faire toutes ces concessions. Et il y a plein de gens qui ne prennent pas conscience de déjà que ça fait déjà entonnoir et que ça réduit le nombre de personnes qui sont capables d'arriver à ce niveau. Tu as forcément un moment des up and down en fonction des résultats, Ouais. en fonction de problèmes perso ou autres. Tu es suivi du coup psychologiquement directement par la FFR. Il y a vraiment tout un corps médical qui est là pour vous aider, pour éviter justement qu'il y ait des sauts émotionnels trop forts. Ouais, en effet, très clair. Moi, j'avais plus en tête c'est vrai que l'aspect, on va dire diffusion grand public. Mais oui, Non, mais c'est bien on parce va que dire justement, c'est parfait. C'était exactement l'objectif un peu de ce podcast quand je t'ai écrit au départ. C'était de me dire, bah, t'as vraiment les deux points de vue et enfin, je trouve que c'est très intéressant parce qu'ils sont rarement confrontés. Donc, trop bien. mais bah ouais, non, mais c'est vrai que mais la discussion est en effet encore d'autant plus intéressante. C'est vrai qu'il y a il y a cet aspect enfin moi le joueur, qu'est-ce que je vis au quotidien. En effet, là, je trouve que la Fédé. Alors après, je vais pas faire un benchmark de toutes les autres Fédés, mais en tout cas, moi, de ce que je vois, notre management en équipe de France de rugby à 7 est intelligent parce que il considère, enfin, ils ont réussi à créer un écosystème autour de la pratique du rugby, de ressources dans lesquelles nous on peut piocher pour aller s'améliorer au rugby. Donc là, alors la dynamique, c'est en gros se dire, bah, on va pas être meilleur en faisant plus de rugby, on va être meilleur en faisant du rugby
et aussi en prenant en compte la nutrition, en prenant en compte la psychologie. Là récemment, on a une chorégraphe qui nous a rejoint pour travailler la synchronisation sur des mouvements de danse qu'on réalise. Enfin, tu vois, c'est une manière disruptive de voir la performance, mais qui, je t'assure, donne des résultats probants, et en tout cas, voilà, qui fait qu'aujourd'hui on est sur notre meilleure lignée au rugby à 7 en termes de résultats. Mais pour en venir plus particulièrement à l'aspect psychologique, il a été mis en place, de mémoire à la charge de Michael Campo, de mémoire dont il a responsabilité au sein de la Fédé, une cellule transversale aux différentes équipes de France, qui a pour vocation, équipe de France de rugby, qui a pour vocation d'accompagner les joueurs, les staffs dans la performance. Et je crois que tu as un autre service qu'ils peuvent mettre à disposition des équipes de France, mais globalement, ils peuvent accompagner les joueurs et les staffs. Et donc moi, en tant que joueur, j'ai été accompagné par un psychologue, donc à un moment Michael, une autre psychologue là très récemment, et en effet, on parle des problèmes. Alors les problèmes, ils peuvent avoir lieu, enfin ils peuvent être en lien avec ça peut être des problèmes terrain, de performance sportive, ça peut être des problèmes dans la vie plus personnelle. Ça, ces problèmes dans la vie plus personnelle, moi je le traite plutôt avec une autre personne. Mais en tout cas, voilà, les problèmes terrain, moi c'est vraiment avec grâce à cette cellule là que je peux les traiter. Et là, tu vois, encore très récemment, ça remonte à quoi, il y a moins d'un mois, voilà, j'avais une problématique terrain où concrètement je me posais toujours un peu les mêmes questions de est-ce que je réalise bien mon mouvement de plaquage, ou je me préparais toujours à visualiser le mouvement du plaquage, et en fait ça me mettait des freins, et à toujours essayer de comprendre si j'avais la bonne méthode, et en discutant avec la psychologue, on s'est rendu compte qu'il fallait aller au-delà de ce comment-là, de la méthodologie que j'utilise pour plaquer. C'est un mouvement que j'ai fait des milliers de fois, je sais le faire, il est en moi. Donc maintenant, mon objectif, c'est plus réussir à être le bon élève et à bien faire le mouvement. Mon objectif, c'est impacter le mec, le faire tomber très vite, me mettre sur les pieds, arracher le ballon et aller marquer. Mais quelque part, la finalité, c'est d'impacter le mec. C'est pas juste d'avoir un 10 sur 10 sur le mouvement que je réalise. On s'en fout. Si je le prends à la hanche, aux jambes, aux chevilles, un peu à l'épaule, même si c'est interdit, le but, c'est de le plaquer, de l'impacter, de lui faire, je vais pas faire mal, mais de le faire tomber le plus vite possible. Point, voilà. Et tu vois, juste ce shift en termes de mindset, où je passe d'un point où je me focalise sur le comment, et finalement je finis sur le non, l'objectif final c'est ça, tu sais le faire, fais-toi confiance, ça c'est tout un process qu'on a monté avec la psychologue. Ça a duré 2-3 séances, je crois. C'est vraiment, moi, des ressources dont je suis friand, donc en général ça va assez vite, et je veux pas rester trop longtemps dépendant d'une ressource, donc je fais tout pour qu'elle m'apporte et qu'après je puisse naviguer en solitaire. Mais voilà, très concrètement, voilà comment la Fédé fonctionne avec ces ressources-là, comment elles nous sont mises à disposition, et comment moi ça m'a été utile. Ouais, c'est marrant parce que tu dis oui, j'ai aussi envie après d'être autonome, etc. Mais en fait, tu as réussi à créer la capacité d'être réceptif. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où tu es réceptif, et c'est marrant parce qu'en fait, euh, si je récape un peu là tout ce qu'on s'est dit depuis 40 minutes, c'est que tu parles d'être réceptif en tant que fan pour mieux vivre les émotions des autres. Tu t'essayes d'être réceptif en tant que sportif. Donc finalement, il y a quand même énormément de liens entre les deux pour arriver à quelque chose. Si je dois, parce qu'on va arriver à la fin de ce podcast, si je dois te souhaiter quelque chose à titre personnel, donc tu vas me dire des titres évidemment, ça je m'y attends, donc trop facile, donc j'enlève cette réponse. Qu'est-ce qu'on doit te souhaiter personnellement, qu'est-ce qu'on doit souhaiter à l'équipe de France et au rugby à 7 en général sur ces prochaines années? C'est quoi toi qui te motive et t'anime? Oui, je t'ai enlevé les titres, sinon la réponse était trop facile. Non, écoute, je te dirais, moi, à titre très perso, si tu devais me souhaiter un truc, ça serait de continuer d'avoir le sourire à chaque fois que je rentre sur le terrain. In fine, je fais ça pour être heureux et pour kiffer tout simplement. Donc moi, c'est vraiment le meilleur truc que tu puisses me souhaiter, c'est de continuer d'être joyeux quand j'arrive sur le terrain, et voir ça comme un jeu, de pas voir ça comme une contrainte. Sinon, ça voudrait dire que je suis peut-être plus très très heureux. Donc voilà, moi tu peux me souhaiter que de la joie et d'avoir encore autant de joie à porter le maillot. Et derrière, au-delà, alors les titres seront forcément nécessaires pour y arriver, mais moi j'aimerais bien que tu me souhaites
voilà, qu'on arrive dans les années à venir à faire rentrer l'équipe de France de rugby à 7 dans l'histoire. Je veux qu'on marque notre passage. Le maillot ne nous appartient pas. Aujourd'hui c'est moi, demain ça sera un autre, après demain ça sera encore un autre. Mais je me dis que si nos petits enfants ils se retournent en regardant le passé de l'équipe de France et qu'ils voient que en 2022 elle a gagné en mai 2022 elle a gagné le Toulouse Seven et que c'est parce que la dernière fois qu'on a gagné un tournoi c'était en 2001 je crois, on en parle encore. Donc si dans 10 ans, même si j'espère que l'équipe de France entre-temps gagnera plein, mais voilà, si nos petits enfants ils regardent le rugby à 7 et qu'ils disent ah ouais putain à Toulouse ils ont gagné ce tournoi, il y a une vidéo ou deux qui tourne et qu'on est là en train de lever la coupe, ben, on aura marqué l'histoire et voilà. Et je pense que c'est ce que tu peux me souhaiter parce que ça me rendra heureux et puis surtout ça fera gagner l'équipe et ça servira aussi à l'équipe, à sa visibilité, à faire grandir le sport. Donc voilà. Ça nous rendra De la joie, tous des heureux émotions. à Toulouse. Ça nous rendra tous heureux. Très bien. C'est ça. Ouais, mais top. Et Jonathan, si t'as parlé pas mal aussi et c'est juste pour finir là-dessus, t'as parlé pas mal de comment dire que t'étais friand de comment dire d'insight, etc. T'as des choses toi que tu pourrais conseiller à nos auditeurs en termes de livres qui t'ont inspiré, de livres, documentaires, enfin ce que tu veux d'ailleurs, qui pourraient être intéressants pour nos auditeurs. Ouais, c'est toujours un cumul de plein de petits bouquins et puis en plus moi, si je te donne des livres que je lis il y a souvent peu de rap. C'est pas le livre inspirant de mais justement c'est bien ça parce que c'est j'ai pas envie de te faire peur mais sors-nous des sentiers battus, c'est très bien. En plus je suis pas bon pour me rappeler des titres de livres mais moi j'adore les podcasts de Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin, un podcast que tu peux trouver sur France Info. Il y a différents sujets dans ce podcast-là, mais surtout les podcasts qui parlent souvent des relations aux autres, de notre connexion aux autres. C'est un podcast qui fait beaucoup écho, qui touche beaucoup l'aspect émotionnel, qui me sensibilise à l'autre et dans un sport collectif. On est rien. Moi, Jonathan Logel, seul sur un terrain, je me fais éclater avec les 6 autres. Je peux battre les Fidjiens, je peux battre n'importe qui. Donc, on est rien sans les autres. Et ce podcast m'y sensibilise beaucoup, me fait toucher des choses que j'apprécie beaucoup. Écoute, je connaissais pas ce podcast. Après, tu m'as bien donné envie d'aller le découvrir, donc c'est bien. Je sais pas si c'est ce à quoi tu t'attendais. Non, mais je m'attends à rien. Voilà. Je m'attends à rien. Moi, au contraire, je cherche justement à m'ouvrir l'esprit avec ces podcasts aussi, donc c'est très bien. Donc Cool. forcer l'empathie. Je pense que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Ouais. Jonathan. C'était un plaisir de te recevoir. On croise les doigts pour le 21-22 mai à Toulouse. Je serai dans les tribunes pour te soutenir avec quelques copains. Donc on croise les doigts. On espère que vous allez gagner ce tournoi et que ça sera une belle fête du rugby à 7 à Toulouse. À très vite, Jonathan. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le Corner.